C'est un témoignage absolument exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui dans Israel Inside, celui d'Ayala Shapira, 14 ans. Elle avait à peine 12 ans lorsqu'elle a été victime d'une bouteille incendiaire lancée le 25 décembre 2014 par un terroriste palestinien. Ces jours-ci, elle était à Bruxelles et elle était l'invitée du Parlement européen. Regardez. Dans l'avion qui l'amène à Bruxelles, devant le Parlement européen, Ayala Shapira, accompagnée de sa mère, Ruth, et de son petit frère. L'objectif, une campagne d'explication en terrain ennemi. L'organisateur, Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, qui est parvenu à créer au Parlement européen une association d'amis de Judée et Samarie. Et il a demandé à Ayala d'expliquer ce qu'est la réalité des habitants juifs des territoires. Ils savent que tu ne vas pas parler un anglais parfait. Ayala Shapira a été grièvement blessée le 25 décembre 2014 dans un attentat en Samarie. Une bouteille incendiaire a frappé la voiture dans laquelle elle avait pris place à côté de son père. Grièvement blessée, sa lutte pour survivre avait provoqué beaucoup d'émotions lorsque, encore à l'hôpital, elle a fêté sa bat mitzvah. Regarde le croquis que je t'ai préparé pour ta bat mitzvah. Aujourd'hui, le visage toujours pansé et 2 soins par mois à l'hôpital, elle est mobilisée dans une campagne d'information sur les habitants juifs des territoires. Elle se rend à la première réunion des amis européens de Judée-Samarie pour leur raconter ce qui lui est arrivé. J'ai vu une boule de feu s'approcher de nous. Mon père a immédiatement freiné. La boule de feu a brisé la vitre et s'est écrasée entre nous. C'était une bouteille incendiaire. Je me souviens que tout s'enflammait autour de nous. Je pensais que j'allais mourir. Ayala raconte ensuite dans le détail ses 8 mois d'hospitalisation avant d'évoquer de façon inattendue le terroriste, un jeune palestinien, qui lui a infligé ces horribles blessures. Le terroriste qui a lancé le cocktail Molotov sur notre voiture était un enfant de 16 ans. Il avait à peine quelques années de plus que moi. Il savait que s'il allait en prison, l'autorité palestinienne s'occuperait de sa famille. Sa mère, Ruth, n'était pas moins émue que sa fille, peut-être même plus. Elle s'est mise à parler sans parvenir à retenir ses larmes. Je m'adresse à vous en tant que mère. Aidez-nous à mettre un terme à cette folie. Vous devez tout faire pour stopper le financement de l'autorité palestinienne et des organisations palestiniennes, jusqu'à ce que l'on s'assure de ce qu'ils font de l'argent versé. Ayala et Ruth Shapira demandent donc l'arrêt des transferts de dons de l'Union européenne aux Palestiniens sans aucun contrôle. Des sommes qui servent à financer les familles des terroristes. Cette première audition a eu lieu pour l'inauguration de l'association des Amis de Judée-Samarie. Une association qui souhaite influencer de l'intérieur les institutions européennes. Dans ces locaux, d'une façon générale, vous n'entendez qu'une version des faits. Parfois, vous entendez le côté israélien, mais jamais vous n'avez entendu parler de ces braves gens qui vivent en Judée-Samarie. Ces campagnes de fortune ont parfois des résultats politiques. Ainsi, c'est de la même façon que les responsables de localités de Judée-Samarie sont parvenus à prendre contact avec les conseillers de Donald Trump avant les élections américaines, à collecter des fonds du gouvernement israélien pour organiser des visites en Samarie. Mais le vrai défi est de faire bouger autant que possible le point de vue européen à Bruxelles. Maurice Yvergan, Jonathan Serrero, bonjour. J'ai envie de dire une bonne nouvelle malgré les conditions de vie dramatiques. On espère qu'elle va aller mieux, cette jeune femme. Elle a demandé lors de son audition de contrôler où allaient les fonds qui sont donc donnés à l'autorité palestinienne. C'est bien ça, Jonathan Serrero ? Oui, aujourd'hui on le sait, Bruxelles est le premier partenaire commercial de l'autorité palestinienne et le premier aussi partenaire commercial d'Israël, soit dit en passant, puisque les autorités de Ramallah reçoivent jusqu'à 1 milliard d'euros par an de l'Union européenne, un montant qui s'inscrit dans les différents cadres d'échange, notamment le partenariat euro-méditerranéen. Ces 1 milliard d'euros servent aussi à payer les fonctionnaires de l'autorité palestinienne, une aide qui augmente d'année en année de 45 millions d'euros en 2008. Elle s'élève désormais maintenant aux alentours de 63-64 millions d'euros. Oui, et l'Union européenne qui finance aussi des programmes éducatifs de l'autorité palestinienne. Des programmes éducatifs, on le sait, si décriés par Israël, qui pour les autorités de l'État hébreu constituent la base idéologique de l'incitation à la haine et au terrorisme palestinien. Un financement opéré grâce à la collaboration entre l'UNRWA, l'Office onusien d'aide aux réfugiés, et l'Union européenne. L'UNRWA reçoit chaque année 83 millions d'euros qui proviennent directement des caisses
de Bruxelles. 35 millions d'euros vont dans des domaines tels que la coordination humanitaire, l'assistance juridique, mais aussi dans la reconstruction des maisons de terroristes. Et cela fait quelque peu tiquer certains eurodéputés qui s'interrogent sur l'utilisation même de ces fonds. C'est le cas de Jean Arthuis, l'ancien ministre des Finances et de l'économie du gouvernement Juppé de 95 à 97, que l'on voit d'ailleurs sur ces images aux côtés d'Emmanuel Macron et qui s'est rendu l'année dernière dans la bande de Gaza. Et dans son rapport publié après son voyage dans l'enclave palestinienne, il souligne l'absence de gouvernance et de coordination des actions mises en œuvre par les différents partenaires palestiniens. On le sait, l'administration palestinienne est gangrénée de ce conflit entre le Fatah et le Hamas. Israël, de son côté, condamne aussi ce financement. Pour l'État hébreu, la forte contribution financière de l'Union européenne à l'autorité palestinienne explique le traitement déséquilibré de l'Union européenne de Bruxelles sur le conflit israélo-palestinien. Alors on vient de parler de cette jeune fille, Ayala Shapira, qui est défigurée à la suite d'un cocktail Molotov qu'elle a reçu lancé par un Palestinien. On va reparler maintenant d'une autre jeune fille. Celle-ci malheureusement est décédée, c'est Shir Hadjaj. C'était la jeune soldate de 22 ans qui avait été tuée il y a 2 mois lors de l'attaque au camion bélier contre un groupe de jeunes soldats à Jérusalem. Rappelez-vous, eh bien, ces derniers jours, la police a muré la maison du terroriste qui a perpétré l'attentat. Et les parents de la jeune femme ont demandé d'assister à l'opération. Exceptionnellement, la police a accédé à cette demande. Regardez, Cassandre Bergel. Ici, au coin de la rue, où est la Jeep blanche de la police? À côté du panneau de signalisation ralentissez. Tu vois? C'est ici qu'il a foncé, c'est ici. Les parents de Shir Hadjaj, tués lors de l'attentat à la voiture bélier, sont de retour sur les lieux du drame. C'est dans le quartier d'Armon HaNatziv à Jérusalem que leur fille a perdu la vie, fauchée par le terroriste Fadi El-Kanbar. Ils se recueillent et poursuivent éprouver le parcours censé les conduire vers le quartier de Jabal Moukaber, situé à l'est de la capitale israélienne. Les forces de sécurité ont décidé de murer la maison de la famille du terroriste. Les parents de la jeune soldate ont demandé à y assister. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Ils vivent ici? Sa mère et son père aussi? Oui, au coin ici. En janvier dernier, le terroriste est entré à pleine vitesse sur un groupe de militaires en visite sur ce lieu prisé des touristes. 3 militaires sont tués dans l'attentat, 13 autres sont blessés. Le commandant de la police de Jérusalem, Yoram Halevi, retrouve Hertz et Merav, les parents de la regrettée Shir, sur les lieux de la tragédie et les accompagne dans le quartier d'origine de Fadi El-Kanbar, responsable de l'attentat. Nous ne pouvons pas entrer ici. Que ma fille sache que l'on ne l'oublie pas, je suis sûre qu'elle le sait. Qu'elle sache qu'elle n'est pas morte pour rien. Alors Maurice, on vient de le voir, la maison des terroristes ont été murées en attendant que la justice ordonne la destruction de cette maison. C'est une procédure normale, ça, en Israël ? Écoutez, oui, généralement c'est ce qui se fait, mais c'est extrêmement complexe. Je vois 4 gros problèmes dans ce type de mesure. D'abord, les terroristes savent pertinemment que non seulement les familles vont recevoir une subvention de l'autorité palestinienne, mais que les maisons détruites vont être reconstruites pratiquement dans les semaines qui suivent sur des fonds palestiniens, ce qui finalement rend cette mesure très peu dissuasive. Deuxième problème, il faut encore que ces maisons se trouvent dans les secteurs sous contrôle israélien. Si les terroristes viennent des territoires sous contrôle palestinien, là, Israël est totalement démuni, il n'y a rien à faire. Donc on ne peut pas dissuader un terroriste venant de contrôle de territoire contrôlé par l'autorité palestinienne de perpétrer ces attentats. Il n'y a que des maisons situées dans les zones contrôlées par Israël qui peuvent être démolies. Ensuite, troisièmement, sur le plan du juridique, certains juristes affirment qu'il s'agit d'un châtiment collectif et que la loi ne permet pas de punir des gens qui a priori, n'ont rien fait, se sont rendus coupables d'aucun crime. Donc là, il y a un problème juridique à régler. Enfin, les procédures juridiques pour parvenir à détruire la maison d'une famille de terroristes sont très longues. C'est des procédures extrêmement longues devant la justice israélienne, avec des appels qui durent parfois des mois et des mois. Et là, encore une fois, toute cette procédure ne dissuade pas finalement les terroristes d'agir. Alors reste une solution, celle évoquée par le ministre de la Défense actuel, Avigdor Lieberman, qui avait proposé la peine de mort pour les terroristes. Là encore, il y a un énorme débat en Israël sur cette question-là, et la loi, pour le moment, ne le permet pas.
Et puis les deux images du jour. À présent, on commence par celle de ce soldat britannique dont le procès avait défrayé la chronique en 2011. Il avait été filmé achevant un terroriste afghan grièvement blessé. Les juges lui avaient infligé la peine à perpétuité pour meurtre. Et hier, en appel, la peine a été révisée. Il est condamné pour homicide et devrait être libéré avant Pâques. Alors Jonathan, une affaire qui ne manque pas d'en rappeler une autre, celle du soldat israélien Elor Azaria. Oui, d'ailleurs, l'histoire du sergent Alexander Blackman, c'est son nom, a fait le tour des médias ce matin israéliens. Aucun ne manque, comme vous l'avez dit Valérie, de comparer le sort réservé à ce militaire britannique avec celui d'Elor Azaria. Tous les sites israéliens en parlent, que ce soit Walla, Ynet ou celui d'Haaretz. L'histoire a même fait réagir le ministre de la Défense en personne, Avigdor Lieberman, sur son compte Facebook. Et voici ce qu'a écrit Avigdor Lieberman sur son compte Facebook. C'est assez intéressant. La Grande-Bretagne saisit la nécessité d'alléger les peines des soldats mobilisés dans la lutte contre le terrorisme, même si elle s'est trompée. Déjà, première information, Valérie, Avigdor Lieberman laisse entendre qu'il serait favorable d'amnistier le soldat Azaria en tant que ministre de la Défense. C'est assez important et c'est une prise de position très importante. Deuxième chose, Valérie, il laisse entendre aussi que le jugement prononcé par la cour martiale israélienne est erroné. On s'en souvient, le jeune soldat israélien avait été condamné à 18 mois de prison ferme pour homicide, alors que le procureur militaire avait lui prononcé une peine entre 3 à 5 années de détention. L'avocat d'Elor Azaria, Yoram Sheptel, a décidé de faire appel de cette condamnation, avec le risque de voir la peine de son client s'alourdir. Mais le truculent avocat aurait dû bien s'informer du sort réservé à ce soldat britannique, et pour cause, pour le même type de fait, il a été condamné à la réclusion perpétuelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans tout de même. Ce n'est qu'après 6 années de passer derrière les barreaux que la cour martiale britannique a bien voulu revoir sa position et adoucir la peine de son soldat au regard de la peine infligée, Valérie, à Alexander Blackman. On notera tout de même la clémence de la justice militaire israélienne envers Elor Azaria, une peine qui met en lumière aussi l'humanité de l'armée israélienne. Oui, et nous poursuivons avec des images prises hier. C'était à Jérusalem au cours de l'immense manifestation d'ultra-orthodoxes contre la conscription des étudiants d'école talmudique. Et bien encore une fois, une jeune fille était prise à partie par des jeunes orthodoxes, molestée et copieusement insultée. Maurice, c'est malheureusement pas la première fois que cela arrive. Oui, ça devient même pratiquement insupportable. Je veux dire que la liberté d'expression existe dans ce pays, que les ultra-orthodoxes puissent manifester librement. Personne ne remet en doute cette question, à part le fait que cette manifestation, elle, était interdite par la loi. Mais les réactions en Israël n'ont pas tardé à surgir. Elles viennent vous allez voir, de tous les côtés. Yair Lapid, le président du parti Yesh Atid, a tout simplement affirmé que la campagne violente qui monte à chaque fois d'un cran des ultra-orthodoxes ne fait état d'aucune réaction de la part du gouvernement, et à chaque fois on se retrouve dans une situation de violence. Il est temps que les autorités fassent quelque chose, affirme Yair Lapid. Et puis de l'autre côté de l'échiquier politique, le ministre Aryeh Deri, ministre de l'Intérieur lui-même et président du parti ultra-orthodoxe séfarade Shas, dénonce la violence de ces images qui, dit-il, sont insoutenables. Seule consolation pour Aryeh Deri, les jeunes séfarades ultra-orthodoxes, eux, n'ont pas participé à la manifestation. Une façon de souligner qu'il s'agit en vérité d'un public ultra-orthodoxe extrêmement marginal, dirigé par des rabbins d'origine lituanienne qui sont très durs sur leur position et qui, mais malheureusement, qui arrivent à mobiliser beaucoup d'étudiants d'école de Yeshiva. Et puis à présent, une plongée en profondeur au sein de la société israélienne. Vous allez voir que dans certaines localités, les différences entre quartiers peuvent être absolument considérables. Dans les quartiers les plus anciens, la municipalité a depuis longtemps cessé d'entretenir les infrastructures, alors qu'à quelques mètres de là fleurissent de nouveaux quartiers flambant neufs. Résultat, un profond sentiment de discrimination. Regardez. Ils ne peuvent pas mettre ces poubelles dans un endroit fixe. Les gens les mettent dehors. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas rester sur le trottoir. Les camions arrivent, ils déversent les poubelles à l'intérieur et les reposent comme ça. Aaron vit dans un des plus anciens quartiers de Petar Tikva, ville de la banlieue de Tel Aviv.
Les immeubles construits de ce quartier, Ramat Verber, remontent aux années 50. Aucun travaux n'ont depuis été entrepris. Nous avons l'impression d'être des citoyens de second ordre. Nous voyons cela sur le terrain. Regarde et tu verras, les trottoirs sont cassés. Oui, je vois. Regarde bien, depuis quand c'est comme ça? Je crois depuis plus de 20 ans. Personne ne s'en est occupé. Un quartier laissé pour compte qui tranche avec les nouveaux bâtiments ultra-modernes situés à quelques centaines de mètres. C'est comme dans un rêve. Les gens regardent ces immeubles et se disent « Moi je vis ici » et regardent là-bas comment ils vivent. Là-bas, les fondations sont fortes. Ici, les fondations sont inexistantes. De l'autre côté, il y a des routes, des maternelles, des écoles. Tout semble propre et neuf. De notre côté, tout est laissé à l'abandon. À 50 km d'ici, les habitants de la localité de Givat Olga, ville limitrophe de Hadera, tiennent le même discours. Ils ont dit qu'ils allaient faire des travaux dans nos immeubles, mais ils n'ont rien fait. Regarde les poubelles jetées, c'est vraiment sale ici. Présente dans le quartier depuis de nombreuses années, Ilana témoigne de la dégradation des lieux. Cela fait 10 ans qu'ils n'investissent plus ici. Et comme si personne n'était jamais tombé. Tu sais combien de fois je suis tombée ici le soir? Il n'y a pas d'éclairage. On a demandé pourquoi, mais cela ne sert à rien. Que ce soit à Petar Tikva ou à Givat Olga, toujours le même contraste, des immeubles vétustes aux côtés de structures modernes. Voici le nouveau cadre bucolique de Givat Olga, Enayam, les yeux de la mer, sorti de terre ces derniers mois. Une enquête du ministère de l'Environnement met en lumière les disparités entre vieux et nouveaux quartiers. Nous devons entretenir les anciens quartiers, par exemple dans le quartier où nous nous trouvons. Nous pouvons construire de nouveaux immeubles tout en améliorant les infrastructures et en rénovant les anciens immeubles. Tu vois ça et tu as envie de dire « Ok, vous avez commencé des rénovations, alors continuez. Réparez les trottoirs, goudronnez la route et aidez tous les habitants. Faites-leur profiter, mais non. » Résultat, des jeunes quittent les anciens immeubles pour le confort des plus neufs. Les personnes âgées demeurent dans les habitations plus vétustes et abandonnées. Le fait que les personnes pauvres restent dans ces quartiers ne déresponsabilise pas l'État de protéger les quotidiens de ces personnes. Il n'y a pas d'aménagement du territoire et la chose la plus idiote, excusez-moi de l'expression, est le fait qu'il n'y a aucune réflexion à long terme. Il n'y a aucune réflexion globale sur les liens entre les habitants de la ville, l'économie et l'environnement. Je paye mes impôts, je n'ai toujours pas de parking et je n'ai pas de trottoir. Je n'ai pas d'endroit où jeter mes poubelles. Nous méritons mieux que ça. Et dans ce quartier construit dans les années 60 vivent des populations les plus démunies et pourtant le gouvernement avait fait un effort considérable pour améliorer les choses. Mais Maurice, les résultats, on l'a vu dans le reportage, ne sont pas là. Non, Valérie, ils sont vraiment pas là et on peut même dire que aujourd'hui en Israël, on vit dans un climat d'autisme social carrément, puisque où est la période des années 70 où le premier ministre de l'époque, Menachem Begin, avait lancé un plan de rénovation et de réhabilitation des quartiers qu'on appelait Shikoum Shrunot, un plan qui a été mis en place par le gouvernement avec l'aide des communautés juives de diaspora et par l'intermédiaire de l'agence juive. On récoltait des fonds en diaspora. Un tiers de ces fonds venaient donc des juifs de diaspora qui aidaient à rénover ces habitations. Un tiers venait du gouvernement et un tiers des habitants et des municipalités. Ça permettait d'agrandir les appartements. Ça permettait de permettre la réinsertion sociale des habitants qui souvent ne trouvaient pas de travail et ça donnait un peu de confort aussi social. Le problème, c'est que dans les années en 1996, ça marchait encore très bien ce projet qui a été lancé en 1977. Mais dans les années 2008, dans les années 2002, excusez-moi, c'est l'effondrement. On était en 1996 à 3600 appartements rénovés, réhabilités. En 2002, on n'en est plus qu'à 160. Vous voyez la différence. Alors il est temps que le gouvernement relance un plan d'action sociale dans ces quartiers et ne se contente pas de construire de nouveaux logements pour les jeunes couples. Et on les appelle le sel d'Israël. Ils font le service militaire, de longues études, travaillent, sont réservistes, élèvent leurs enfants, mais ils ont bien du mal à boucler leur fin de mois. La classe moyenne souffre du coût de la vie élevé en Israël et de l'explosion des prix de l'immobilier. Pour s'en sortir, une seule solution, eh bien l'aide des parents. La solidarité entre les générations est très forte en Israël. Pour mieux comprendre le phénomène, Fleur Citruc est allée à la rencontre de la famille Greenspan à Natania. Regardez. Je pousse, je suis forte, non?
Séance de sport improvisée pour Anna, la jeune grand-mère de Sheila et Liane, des jumelles âgées de bientôt 7 ans. C'est le jour de la semaine où je vais les chercher à l'école, je leur prépare à manger. On fait plein de choses à la maison et quand elles deviennent sauvages, nous allons jouer au parc et puis nous rentrons à la maison. Elles ont aussi une petite sœur qui sort de l'école à 16h30. Anna habite à Natania, juste au-dessus de l'appartement de son fils, Moshe. Je descends très souvent voir s'ils ont besoin d'un coup de main car mon fils et ma belle-fille travaillent dur tous les deux. Quand je cuisine, j'en fais toujours un peu plus et j'apporte la nourriture à Moshe et à ses enfants. Mais aussi à mon autre fils Gilad qui vient juste d'avoir un bébé et habite à 2 pas. Moshe est officier de réserve dans une unité combattante. Il a dû mener de front son doctorat, la naissance de ses filles et pas moins de 4 conflits en 10 ans, de la seconde guerre du Liban à l'opération Bordure protectrice à Gaza. Quand je suis appelé comme réserviste dans l'armée, ma mère prend le relais ici. Ma femme travaille et ne pourrait pas s'en sortir toute seule avec les enfants. Donc on peut dire que quand je pars comme réserviste au front, ma mère est réserviste chez moi, dans ma maison. C'est comme ça que ça marche. Anna a également aidé son fils aîné à acheter son appartement. Un phénomène très courant en Israël, selon Ethan Regev, économiste au Top Center. En Israël, la solidarité entre les générations joue à plein car nous faisons plus d'enfants. Les jeunes couples ont donc besoin d'aide pour s'en occuper et enrôlent leurs parents et leurs grands-parents. L'autre raison, ce sont les prix très élevés de l'immobilier. L'immense majorité des jeunes n'aura jamais les moyens de s'acheter un appartement. Il faut donc obligatoirement l'aide des parents. Aujourd'hui, Moshe est conseiller médical dans une grande entreprise pharmaceutique et sa femme est coach sportif. Nous n'aurions jamais pu accomplir ce que nous avons accompli sans l'aide de ma mère. Élever 3 enfants, le travail, construire une carrière, c'est très dur. Le système éducatif ici n'est pas vraiment adapté au quotidien des parents. Qui peut se permettre de rentrer à la maison avant 4 heures? Personne. Alors on doit se débrouiller comme on peut. Nous avons besoin de beaucoup d'aide. Donne-moi-en un. Tu veux quelque chose à manger? Problème, comment faire quand on n'a pas une mère dévouée comme Anna? En Israël, si vous n'avez pas de parents riches ou qui ont pu mettre de côté des économies, vous avez un net désavantage et ça devient un problème dans notre société. Ça veut dire que le fait de travailler dur, que vous fassiez de bonnes études ou que vous trouviez un bon travail va avoir beaucoup moins d'impact sur votre situation économique que votre origine, la famille où vous êtes né et le fait que vos parents soient riches et puissent vous aider. De quoi creuser encore un peu plus le fossé entre pauvres et riches. Malgré sa bonne santé financière, Israël est en effet, après le Mexique, le second pays de l'OCDE où les inégalités sociales sont les plus importantes.